urbidurik, siak dira, orduan hasiko dira, batzuk beran dira, baina nabixatu dute, batuko dira ixter. Gaur baitugu deliberamendu batzuk bozkatzeko, eta horren ondotik hitza eman publikoen nahi itzartu. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus au conseil municipal de ce soir. Donc, il est 18h, on va commencer, il y a 2-3 retardataires qui devraient arriver d'ici peu. Donc on a plusieurs délibérations en vote ce soir. On va voter tout ça et après, à la fin du conseil municipal, la parole sera dans le public s'il veut bien apprendre. Du coup, pour commencer, on a 2 PV de précédents conseils municipaux approuvés, celui du 14 octobre 2024 et celui du 17 janvier 2025. Pour savoir s'il y a des remarques par rapport aux 2 PV. C'est bon. Les 2 PV sont validés. J'ai oublié de préciser qu'on avait atteint le quorum et qu'on avait une procuration, la procuration de Naya, qui devra nous quitter à 19h, donc si à 19h c'est pas fini, elle donnera procuration à Marie-Pierre Joie-Louvière. Et la secrétaire de séance, si ça va pour tout le monde, ce sera Amélie. Ok. Compte rendu des décisions de maire. Alors, il y a la première ligne, renfort pour l'émission temporaire pour le mois de février 2025, avec un montant à 3 386,29 €, qui correspond en fait au renfort pour le pôle finance de la mairie. Poste qui est à pourvoir depuis quelques mois, on n'a pas eu de candidature retenue pour l'instant. Donc on a le centre de gestion qui fournit du personnel pour venir travailler, en fait, parce qu'il y a du travail au quotidien, assurer la charge de travail. Donc Sandrine nous aide à renouveler le mois de février, puisqu'en plus on est en plein dans l'exercice du budget, donc il y a une nécessité optimale de tenir ce poste. Voilà. Donc première décision. Ces 3 chiffres-là, c'est pour un mois ou c'est pour moi? Le mois de février 2025. Ouais. Pour une personne? Une personne, oui. Ouais. Et elle est partie, je pense, pour prolonger aussi le mois de mars. Il y a une candidature qui est ouverte, comme vous avez pu le voir. Clôture des candidatures le 28 février. Donc derrière ça, il y aura des entretiens. Il y a eu plusieurs retours, plusieurs CV. Donc on risque d'en retenir 3-4 et les recevoir pour espérer avoir quelqu'un de titulaire sur le poste assez rapidement sur l'AES. Donc aux finances, poste catégorie C certainement. Et voilà. Deuxième point, la réparation du moteur du volet de l'école par Manifenêtre, 253 €. Donc c'est une panne encore d'une énième panne d'un volet électrique au niveau du groupe scolaire. Voilà, donc le changement ou la réparation a été faite. Derrière, ouais. Il y a une panne, mais là normalement tous les moteurs ont été changés, quasiment. C'était un des seuls qui n'avait pas été fait. Et surtout tous les volets ont été réglés, ce qui n'était pas le cas avant. Ils s'arrêtaient en buté en forçant, en fait, parce que les butés n'étaient pas réglés. Donc là, aujourd'hui, avec ce qui a été fait en fin d'année dernière, ils sont tous réglés. Donc logiquement, ils devraient avoir une durée de vie beaucoup plus importante que ce qu'ils avaient jusqu'à présent. On espère, du coup, parce que c'est un coup quand même. Après, voilà, des systèmes comme ça, qu'on n'ait pas d'alternative mécanique, c'est un peu surprenant quand même. Soit qu'on a une panne électrique à être bloquée. Souvent, dans des volets comme ça, on a l'alternative mécanique qui va bien et qui fonctionne aussi. Bon, voilà. Là, on part sur du matos qui est à point, on va dire, et on espère que ça peut. Oui, parce qu'on a séparé les commandes aussi. Vous avez des commandes groupées, c'est-à-dire que pour une pièce, on a appuyé un truc et ils déclenchaient tous. Là, surtout les grands, ceux qui ont le plus d'emprise, ils ont des commandes séparées, ce qui permet d'éviter les interférences aussi entre les différents groupes. Ok, donc ça c'est la deuxième décision. Troisième inscription, formation ADM 64, comprendre le budget de la commune pour le montant de 100 €. Donc en tant qu'élu, on a accès à des formations internes. Et du coup, Amalia Dalbra, aux finances, adjointe aux finances, est inscrite à une formation le 1er mars sur le thème donc, de comprendre le budget. Oui, excusez. C'est quand même surprenant qu'un élu adjoint aux finances suive une formation comprendre le budget.
Elle s'intitule Ah comme ça dans le contenu. Après, j'ai regardé un peu. C'est donner en fait les clés pour les indicateurs, savoir les interpréter. Moi, mon métier, c'est contrôleuse de gestion, mais dans le privé. J'ai pas encore les rouages du public, on va dire les interactions entre le fonctionnement, l'investissement. Enfin, voilà, j'ai besoin qu'on me donne les clés pour pouvoir être compétent dessus. Juste pour ça. Après, je pense que si cette association existe, c'est qu'il y a un but derrière. Oui. Personne ne s'invente, parce qu'on est élu, qu'on a l'expérience, donc on a compris. Si, vous reprochez. Voilà, c'est pas parce que ça a tout son but, justement, on prend des choses au quotidien, et qui plus est quand on dit un but. Donc oui, ça a toute sa nécessité. Je rappelle à tous les élus que vous avez un compte formation professionnelle, vous avez des heures qui sont dédiées chaque année, et donc vous pouvez, Mme Guédon, utiliser vos heures de formation pour vous former également. Du coup, effectivement, c'est essentiel que les élus se forment, et autant les nouveaux élus, jeunes arrivants, que même les vieux, dont je fais partie. C'est très important de se former parce que ça permet aussi d'actualiser les informations et le cadre réglementaire dans lequel on agit. Est-ce que ça serait possible qu'on ait accès, nous aussi, au programme de formation de l'ADEME? Je ne crois pas qu'on l'ait eu. Il est disponible sur le site. Non, mais moi je répète, il y a une application qui s'appelle Compte formation professionnelle qui est ouverte à tout le monde, que ce soit les salariés du public ou de privé. En tant qu'élu, vous cotisez des heures chaque année pour pouvoir adhérer à ces formations-là. Via l'application sur smartphone que vous avez, vous pouvez choisir la formation que vous souhaitez pour vous former. Donc, via l'application, on a accès au programme via l'application, tu peux accéder à les formations que tu souhaites. Oui, on n'est pas au programme de... Après, l'ADEME 64, c'est disponible sur leur site. En fait. Tu te connectes sur le site de l'ADEME et il y a toutes les programmations des prochaines... Voilà, je pose cette question parce qu'en fait, on le recevra en mairie et on le faisait passer aux élus. C'est public, donc là, sur le site... Info 2025, le programme d'information. On a reçu un webinaire en fait et j'ai été voir du coup par curiosité qu'est-ce qu'ils proposaient d'autre. Et enfin, l'arrêté d'attribution de délégation aux adjoints, suite à ma non-compréhension du conseil municipal précédent à la question de Ramucho, je pensais que tu me demandais si elle allait avoir des adjoints délégués. Je n'avais pas compris que tu demandais les délégations des adjoints. Les conseillers délégués. Les conseillers, ouais. C'est ça que tu as compris. Tu croyais que je parlais des conseillers délégués. C'est ce que je veux dire, ouais, je pense conseillers délégués. Donc c'est pour ça que je t'ai répondu que les adjoints n'avaient pas de délégation. Mais oui, les adjoints ont des délégations. Donc comme on vient de dire, Amaya à la délégation des finances, Santiago à la délégation des travaux du développement durable, Marie-Pierre Jourajouya à la délégation de l'Euskala, ensuite Sébastien Cuiller à la délégation de la vie associative, et enfin Maïté Fordin à la délégation des affaires sociales et scolaires. Voilà pour le compte rendu des sessions du maire. Donc on va passer à la première délibération. Fixation du nombre de membres du CCAS et élection des représentants de l'Assemblée municipale. Monsieur le maire expose que les règles concernant la composition et la mise en place au conseil d'administration du CCAS sont fixées par le conseil municipal, articles L123-6 et R123-7 et suivant du Code de l'action sociale et des familles. Il indique que le conseil d'administration est composé, outre le maire qui en est le président de droit, en nombre égal de, au maximum 8 et au minimum 4 membres élus en son sein par le conseil municipal. Au maximum 4 et au minimum 4 membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal. Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal dans la limite indiquée ci-dessus. Monsieur le maire précise que les membres élus par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle le plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Monsieur le maire propose au conseil municipal de bien vouloir accepter un vote à main levée pour la désignation de chacun des représentants. Il convient donc de fixer le nombre des membres du conseil d'administration du CCAS et de désigner les représentants de l'Assemblée municipale. Monsieur le maire propose que le nombre d'administrateurs du CCAS soit fixé à 4 membres. Le conseil municipal a pris acte des candidatures des listes suivantes. Donc, les listes proposées
nous avons proposé nous la liste de Mme Fordin Maïté, avec Charles Andaloura, Carole Garcia Pereda et Mme Naya Carrera Pendo. Est-ce que d'autres listes sont présentées? Nous, en fait, on a vu qu'il y avait 4 places de prévues pour les élus municipaux. Ça tombe bien, on est 4. Donc on va effectivement présenter une liste, parce que c'est un sujet qui nous intéresse. Très bien. Voilà. Nous autres. Et donc on va procéder au vote. Donc ça serait qui la liste de qui? De monsieur, madame? De Françoise Ariel, Ok. Miguel Soroni, Maria Ramendi et Ramon Joly. D'accord. Donc qui est-ce qui C'est dommage vote? qu'il n'y ait pas eu de panachage. Comment? C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de panachage. Jusqu'à présent, au CCAS, on a toujours proposé un membre de On va l'opposition. voter et on va revenir derrière. D'abord on va voter. Qui vote pour la liste de madame Ariag? Voilà, 4 voix. Qui vote pour la liste de madame Fordin Maïté? Donc, la liste de Fordin Maïté gagne, et comme il est de coutume, on ouvre des postes aussi à l'opposition. Donc là, il y a 4 membres, donc on va dédier un poste à l'opposition. Donc, de facto, madame Ariag intègre le CCS. On est d'accord? Alors, pardon, mais j'ai pas trop compris la méthode. La méthode, c'est qu'il se présente des listes, il y a une liste à voter, mais pour autant, on ne ferme pas la porte, nous, à intégrer quelqu'un de la liste en face qui s'opposait, parce qu'effectivement, on pense que c'est un travail à mener en commun, ce n'est pas un travail de majorité ou pas majorité. Dans ce cas-là, il fallait l'annoncer dans la DI. Ça ne change pas au final. Il y a une personne intégrée ou pas intégrée. Mais que les choses soient claires, parce que là, vous présentez une DI avec 4. Il n'y a pas de panachage en amont. Avec un vote de 4 places pour les élus Oui. dans le cadre du CCAS. Oui. Donc on présente c'est un scrutin de liste, on présente une liste, et derrière vous décidez quand même d'augmenter le nombre de personnes qui siègent. Bien sûr que non. Parce que Sur les 4 noms, il y a un Il Il y a un nom qui va sauter pour laisser la place à l'opposition. D'accord. D'accord? Et Ça s'est toujours fait comme ça en 2014, en 2020, ça a toujours Non. été comme ça. Si, Non. si, j'étais quand même au CCAS. Oui. Ramucho, non. Là, Pardon, Maïté, ça s'est pas fait comme ça. C'est-à-dire que le bon, nombre, pas chaud. Oui. le nombre de places était plus important. Non. Et c'était toujours. Si, c'était 8 et 8 jusqu'à présent. Non. Je siégeais dans le conseil d'administration, on n'était pas 8, on était 4 et 4. Bon, pas chaud, le passé, c'est du passé. Il y a eu plus de participation que ça. Le process, c'est qu'on a calibré à 4 membres élus, 4 membres du public. Charlet laisse sa place à quelqu'un d'opposition. Je D'accord. pense que Mme Maria-Françoise est OK pour intégrer le CCAS. Et pourquoi Mme Guédon ne pouvait pas représenter sa liste et tout ça? Eh bien, si vous voulez, mais Mme Guédon Vous n'a pas. avez Mais ça. alors, attends, je réponds, tu poses la question, je te réponds. Donc, Mme Guédon n'a pas voulu présenter une liste. Ah, pardon. Si vous voulez qu'on vote pour le poste qui sera attribué à l'opposition, on peut le faire. Non, je croyais qu'elle C'est pas un souci. de seule. Donc, mais après, c'est un souci. Mais on aurait pu aussi On mettre aurait plus pu de dans places. ce cas-là. On aurait aussi pu mettre plus de place. Oui, mais on a décidé d'en mettre 4. D'accord, ok. Voilà. Mais c'est étonnant, parce que dans ce cas-là, j'aurais présenté une liste. Alors, on va recommencer ici. C'est quoi la condition? Bah, La condition de quoi vous aurez présenté des listes? dans ce cas-là, Bon, si elle avait un poste d'élu, j'aurais pu me présenter, et puis Les 4 ça aurait pu et le être... reste. Comment? Et le reste, vous êtes trop seul. Mais bon, si vous pouvez- mais si vous voulez, voulez- non, mais est-ce que là, il y a des listes. Vous n'êtes pas présenté. Mais on peut très bien voter pour qui veut prendre la place restant pour l'opposition, entre guillemets. Dans ce Est-ce que cas-là, vous voulez passer à ce vote si vous voulez vraiment présenter? On peut faire un tour de table, présentez-vous face à Mme Marielle, et on fait un vote à main levée. Moi, je vous propose ça. Et Si vous voulez vraiment. pourquoi on ne voit pas une place de plus? Parce qu'on a calibré à 4. On a calibré à 4 et 4. 4 aussi Donc, dans la population civile et 4 en tant qu'élu. D'accord. donc, Je est-ce que ne vous voulez pas- dans la méthode, je n'ai pas bien compris. J'ai pas compris. Est-ce que vous voulez faire la passer méthode, elle se fait au fur et à mesure, c'est ça qui est étonnant. Qu'est-ce qui se fait au fur et à mesure? Qu'est-ce qui se fait au fur et à mesure? La procédure pour installer le CCS, c'est 4 ou 8 personnes. Nous, on a pris le choix de mettre 4 personnes. 4 à 8. Hein, au lieu de 8. 4 à 8. 4 à 8. Mais on a pris, exactement, 4 à 8. Mais on a pris le choix de s'arrêter à 4. Voilà. Maintenant, ou vous présentez ou vous ne vous présentez pas. Oui, je ne vais pas qu'on présente. Voilà. Donc sur le poste restant à pouvoir. Oui. Donc il faut faire le 4e poste face à Mme Maria. Vous voulez vous présenter? Vous vous présentez contre Mme Marie, voilà. Oui,
Oui, On je a peux voté. présenter, oui. D'accord. Donc on va procéder à un vote maintenant. Qui vote pour Madame Guédon pour occuper la 4e place du CCS en tant que titulaire élu? Ok. Qui vote pour Madame Arial pour prendre le poste? Voilà. Donc c'est Madame Arial qui va intégrer le CCS. C'est ok? Alors, merci. Comment? Merci. C'est normal. C'est le minimum. Mais je pense qu'on aurait dû peut-être commencer par discuter avant et faire le vote après. Ça aurait été peut-être plus clair pour tout le monde, je pense. On est novices, on apprend plein de choses. Ça vient de passer. Objet, deuxième délibération, commission communale des impôts directs. Monsieur le maire expose que dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs, CCID, composée de 9 membres, à savoir le maire ou l'adjoint délégué, président et 8 commissaires titulaires, plus 8 suppléants. La nomination des commissaires titulaires et suppléants a lieu dans les 2 mois qui suivent le renouvellement général du conseil municipal, par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables en nombre double dressé par le conseil municipal. Ainsi, il revient au conseil municipal de délibérer pour proposer une liste comportant 16 titulaires et 16 suppléants. Les contribuables inscrits sur la liste doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits au rôle d'une des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. Il est proposé au conseil municipal de décider d'approuver la liste suivante de contribuables composée de 16 titulaires et 16 suppléants et d'autoriser monsieur le maire à la transmettre aux représentants de l'État et au directeur départemental des finances publiques. Donc on a 2 listes de 16 membres à établir, une liste de titulaires et une liste de suppléants. Donc là, on a mené ce travail en amont. J'ai contacté Robin Chouroyech pour la liste. J'ai contacté Laetitia Guédon pour une proposition de partage des postes, en calibrant donc à 10 postes de la liste titulaire, plus 10 postes de la liste suppléante pour l'équipe majoritaire, en calibrant à 5 postes de la liste titulaire et 4 pour les suppléants pour la liste de Robin Chouroyech, et à 2 postes pour la liste de Laetitia Guédon. Donc tout le monde était d'accord. Donc voilà les 2 listes qui sont proposées au vote ce soir. Donc qui ne souhaite pas participer à ce vote? Qui vote contre? Qui vote blanc? Et qui vote pour? Adopté à l'unanimité. Je pense des questions particulières? Non? Alors, délibération 3. Fixation des indemnités du maire et des adjoints. Le maire expose que les indemnités dont doivent bénéficier les élus locaux sont fixées par les articles L 2123-20 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Il indique que les indemnités de fonction du maire et des adjoints sont fixées par strate démographique en pourcentage de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Il précise que l'indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal prévu, sauf si à la demande du maire, le conseil municipal a décidé autrement. L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu, sans pour autant dépasser l'indemnité maximale du maire, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints en exercice ne soit pas dépassé. Il peut être attribué au conseiller une indemnité de fonction sous 2 conditions. Celle-ci doit rester dans l'enveloppe globale, à savoir le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints. Elle ne peut excéder 6% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Les conseillers municipaux bénéficiant de délégation de fonction du maire peuvent recevoir une indemnité qui peut dépasser les 6% de l'indice sur décision du conseil municipal et dans la limite de l'enveloppe indemnitaire. Le maire précise que la commune appartenant à la strate démographique de 1000 à 3499 habitants, l'indemnité mensuelle est fixée à 2121,03 € pour le maire, soit 51,6% de l'indice brut 2027 de 4100,52 €. Et l'indemnité maximale susceptible d'être accordée mensuellement aux adjoints est de 813,88 € pour chacun des adjoints, soit 19,8% de l'indice brut 2027 de 4110,52 €. Le maire invite le conseil municipal à se prononcer sur l'application de ces dispositions et sur les modalités de répartition des crédits alloués aux adjoints et conseillers municipaux attributaires des délégations et éventuellement aux autres conseillers municipaux.
Il précise qu'il ne souhaite pas percevoir l'indemnité maximale à laquelle il a droit et demande donc à l'Assemblée de lui octroyer 1 644,21 €, soit 40% de l'indice. Il est proposé au conseil municipal, après en avoir délibéré, considérant le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints, considérant la délégation de fonctions accordée par le maire aux adjoints et à certains conseils municipaux, considérant que le conseil municipal peut faire masse des indemnités pour les répartir entre les bénéficiaires qu'il aura désignés en tenant compte de leur charge de travail sans dépasser le montant total des indemnités susceptibles d'être accordées aux maires et adjoints en exercice, considérant l'intérêt de dédommager également les élus n'ayant pas reçu de délégation par arrêté municipal éventuellement, considérant la demande du maire de ne pas percevoir l'indemnité maximale à laquelle il a droit, décide d'attribuer à M. Lavatarunir Muncho, maire, comme il le demande, l'indemnité de fonction au taux de 40% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, à Mme Aldaloura Maya, première adjointe, l'indemnité de fonction au taux de 18% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, à M. Capendegui Santiago, deuxième adjoint, l'indemnité de fonction au taux de 18% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, à Mme Joura-Jouria Marie-Pierre, troisième adjoint, l'indemnité de fonction au taux de 12,16% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, à Kubila Kuruchet Sébastien, quatrième adjoint, l'indemnité de fonction au taux de 18% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, à Fordin Maïté, cinquième adjointe, l'indemnité de fonction au taux de 18% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Précise que ces indemnités évolueront automatiquement selon les variations de l'indice brut terminal et de l'échelle indiciaire de la fonction publique, qu'elles seront versées à compter de la date d'entrée en fonction du début, que la dépense sera imputée à l'article 6531 du budget communal, que conformément aux dispositions de l'article L 2123-20-1 du Code général des collectivités territoriales, un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal est joint à la présente délibération. Donc voilà les propositions que nous faisons pour les indemnités aux maires et aux adjoints. Y a-t-il des questions sur le sujet? Pourquoi le troisième adjoint il a moins? Parce que contrairement aux autres, moi je suis retraitée et que je n'ai pas besoin les autres travaillent, donc ils prennent des dispositions pour se rendre à la mairie. Moi j'ai assez. Voilà, ça me suffit. Et qu'est-ce qui justifie l'augmentation du maire par contre? Par rapport à qui, à quoi et de combien? Par rapport au mandat précédent, vous aviez voté contre à chaque fois. Lequel mandat? Il y a eu plusieurs. Alors, donc déjà en 2011-2014. J'étais pas là en 2011. En 2020, vous aviez voté contre. Alors que le maire précédent était à 1500. Ouais. Hein 2011, 2014, 2020, tu as voté contre. Bon. 2020, oui. Vous aviez voté contre. Vous avez estimé que c'était trop 1500. Oui. Et en 2020, on a et là, il y a une augmentation. Voilà, je demande juste. Je ne suis pas contre, je vais voter pour. De toute façon, je suis consciente du travail d'un adjoint et encore plus d'un maire. Donc, je trouve ça justifié. On a tous une vie personnelle différente. Moi j'ai calibré à 40% parce qu'en fait, je me mets à disponibilité de mon travail aussi. J'ai fait un équilibre au niveau de mon budget. Et voilà, je suis calibré à 40%. Ouais, depuis 2020, l'indice ça fait qu'évoluer. Voilà. Je passe les détails de l'inflation et tout, mais voilà, moi c'est un choix personnel. Il y a eu du débat entre nous. J'ai calibré ma perte par rapport à mon temps partiel au travail. Voilà, vous avez vous avez plus de disponibilité par rapport à votre travail. Oui, parce que je ne peux pas faire tout, non. Il faut regarder le taux sur mais ça là, la justification, c'est une justification, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est le débat qu'on a eu avec aussi. Cette indemnité-là, elle est là pour libérer les gens de la vie active pour pouvoir occuper ces fonctions-là aussi. On passe du temps, c'est pas un travail, on n'est pas des professionnels de la politique. Et c'est voilà. Non, mais je vous réponds tranquillement. Et voilà, en justifiant mon choix à 40%. Et le choix des adjoints c'est à 18%, il y a aussi une volonté de ne pas augmenter trop la masse salariale finalement, c'est une masse salariale quand même, ça a un impact sur le budget de la commune, voilà, on a calibré à ça.
L'augmentation par rapport à la dernière mandature, elle est là, en effectif, elle n'est pas non plus c'est pas une évolution à 2 chiffres au niveau du pourcentage. Voilà. Et si on va plus loin aussi en 2020, il y a aussi des conseillers délégués qui faisaient augmenter la charge, la masse salariale. Voilà, c'est des choix qui sont faits. La justification est là. Dans le cours du monde, il y a eu. Oui, mais pour compenser la journée en moins. Donc en fait, dans l'enveloppe, c'était simplement une question de parité. Oui, effectivement, pendant des années, vous avez voté contre les indemnités des élus. Vous en avez fait même un argument de campagne à un moment donné, et je crois que c'est la campagne de 2014. Vous avez clairement annoncé que si vous étiez élu, il n'y aurait pas d'indemnité pour les élus. C'était pour moi une erreur, et je suis ravi qu'aujourd'hui vous retrouviez la raison et que clairement on soit tous capables de dire aux ASTAR qu'il n'y a pas d'élu, aucun élu qui aura cet engagement-là sans indemnité compensatrice, parce que effectivement c'est quand on est à l'activité à moins, c'est un investissement énorme en termes de temps, d'énergie, et donc ça ne peut pas se faire sans indemnité, parce que derrière ça génère des frais. Il faut en être conscient, il faut que les ASTAR en soient conscients, ça fait partie du prix de la démocratie et de l'engagement des élus. Quand on a des déplacements à faire dans tous les pays, parce qu'on est missionné pour les ASTAR dans toutes les instances qui peuvent exister, ça génère des frais, et cette indemnité elle sert à pouvoir assurer ces mandats-là. Donc c'est bien qu'on revienne à quelque chose qui soit dans la normalité. Après on peut toujours discuter du niveau de l'indemnité des uns et des autres. J'apprécie ce que tu as dit, Marie-Pierre. Effectivement, celui qui est riche, c'est celui qui sait quand il a assez. Donc là, effectivement, si pour toi il n'y a pas de besoin, c'est à saluer. Je suis retraitée. Oui. C'est pas moi, je laisse pas une partie de mon salaire. Et chacun. J'ai bien compris la situation. Effectivement, ça s'entend. Chacun a sa situation. Et quand on a une activité, quand on a une perte d'activité, c'est différent. On n'a pas tous les mêmes engagements personnels non plus. Donc c'est bien effectivement qu'on revienne à un devoir de transparence vis-à-vis des ASTAR et que ces indemnités elles soient assurées. Après, c'est peut-être pas utopique que des élus décident un jour de ne pas avoir d'indemnité. Quelqu'un retraité qui a un salarié qui a 6 mètres, il peut très bien dire moi je ne veux pas prendre d'indemnité. On n'est pas sur ce cas-là. Je n'avais pas craché dessus. Jamais ça me surprendrait, connaissant l'investissement que c'est. Est-ce que ça représente? Ça serait quand même, à moins d'avoir un cas particulier, quelqu'un qui est Jeff Bezos qui arrive et qui nous dit moi je reste gratis. Non, mais le cas d'un retraité, d'un jeune retraité qui prend des pouvoirs dans le conseil municipal, ça peut. Mais ça génère des frais quand même. Oui. Et à un moment donné, avec l'investissement que ça demande, si en plus on doit en mettre de sa poche pour pouvoir assurer le mandat, je pense que ça fait confiance à TikTok, son réseau. C'est pas gratuit non plus. C'est pas gratuit pour les élus. Ah ben non, il faut que c'est un coût moindre. On va faire croire que. Donc il faut qu'on vote cette délibération. Qui ne souhaite pas participer au vote, qui vote contre, qui vote blanc, qui vote blanc, 4 vote blanc, qui vote pour, 15. Quatrième délibération, article fait et cérémonie qui nous sera présentée par Amaya Dalois. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal qu'il est désormais demandé aux collectivités territoriales de préciser par délibération les principales caractéristiques des dépenses imputables au compte 6232 fêtes et cérémonies. Il rappelle que la trésorerie de Saint-Jean-de-Luz demande que le conseil municipal délibère pour autoriser monsieur le maire à procéder au règlement des factures imputées à l'article 6232 fêtes et cérémonies. Il propose au conseil municipal de prendre en charge les dépenses suivantes au compte 6232 fêtes et cérémonies. L'ensemble des biens, services, objets et denrées ayant trait aux fêtes et cérémonies tels que les frais de réception, de cérémonies officielles et d'inauguration. Les frais relatifs aux manifestations locales, sportives ou culturelles. Les coffrets de Noël pour le personnel communal. Les fleurs, bouquets, gravures, médailles et présents offerts à l'occasion de divers événements. Mariage, décès, naissance, départ à la retraite.
a-t-il des questions sur la délibération? Question, on va passer au vote. Qui ne souhaite pas participer au vote? Qui vote contre? Qui vote blanc? Qui vote pour? Adopté à l'unanimité. Cinquième délibération. Mandatement du CDG 64 pour la mise en concurrence d'un contrat groupe d'assurance statuaire qui sera présenté par Carole Garcia et PDL. Les collectivités locales et établissements publics doivent verser obligatoirement aux agents les traitements et ou frais médicaux en cas d'accident du travail, des indemnités journalières en cas de maladie et de maternité, un capital en cas de décès. Les collectivités peuvent s'assurer contre ces risques dits statutaires pour le personnel territorial par le biais de contrats d'assurance. Les centres de gestion peuvent proposer des contrats groupes d'assurance dits statutaires garantissant les collectivités territoriales et les établissements publics adhérents contre les risques financiers découlant de leurs obligations statutaires en cas de décès, d'accident de travail, de maladie professionnelle, de congé de longue maladie, de congé de longue durée, de maladie ordinaire, maternité, etc. Outre le respect des règles de la commande publique, cette démarche collective permet une mutualisation des risques et d'obtenir ainsi des taux et garanties financières attractifs. Le Centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques envisage de renouveler ses contrats de groupe après une procédure de mise en concurrence. Il est rappelé que la collectivité a adhéré au contrat de groupe d'assurance statutaire mis en place par le CDG 64 pour la période de 2021 à 2025. Un contrat de groupe concernant les risques liés aux fonctionnaires territoriaux affiliés à la CNRACL, fonctionnaires stagiaires et titulaires effectuant au moins 28 heures par semaine. Un contrat de groupe concerne les risques liés aux agents relevant du régime général et affiliés à l'IRCANTEC, fonctionnaires stagiaires et titulaires effectuant moins de 28 heures par semaine et contractuels de droit public. Dans ces conditions, la commune d'Aed, soumise à l'obligation de mise en concurrence de ses contrats d'assurance, est intéressée pour se joindre à la procédure de mise en concurrence effectuée par le Centre de gestion 64. Le mandat donné au Centre de gestion par la présente délibération permet à la commune d'Aed d'éviter de conduire sa propre consultation d'assurance et permet à ce centre de négocier pour son compte des contrats de groupe d'assurance statutaires auprès d'entreprises d'assurance agréées. Le maire précise qu'au vu de la consultation, la décision définitive d'adhésion au contrat fera l'objet d'une nouvelle délibération après communication des taux et conditions obtenus par le Centre de gestion 64. Il est proposé au conseil municipal, après en avoir délibéré. Vu le Code général de la fonction publique, vu le décret numéro 86 552 du 14 mars 1986, pris pour l'application de l'article 26 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif au contrat d'assurance souscrit par les centres de gestion pour le compte des collectivités territoriales et établissements territoriaux. De confier au CDG 64 le soin de lancer une procédure de consultation en vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte des contrats d'assurance groupe auprès d'une entreprise d'assurance agréée. Ces contrats de groupe devront couvrir tout ou partie des risques suivants. Pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL, décès, accident du travail, maladie professionnelle, maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, maternité, paternité, adoption. Pour les agents relevant du régime général et affiliés à l'IRCANTEC, accident du travail, maladie professionnelle, maladie ordinaire, grave maladie, maternité, paternité, adoption. La décision définitive éventuelle d'adhérer au contrat de groupe proposé fera l'objet d'une délibération ultérieure. Voilà. Il y a des questions sur la délibération? J'ai du mal à comprendre comment on peut dire dans la même délib qu'on donne la possibilité de souscrire au nom pour le compte de la commune des contrats d'assurance auprès d'une entreprise et en même temps de dire qu'on va le faire par une délibération ultérieure.
Aussi, il négocie avec toutes les communes, j'imagine. Aussi, non? Alors, avec toutes les communes et avec toutes les compagnies, ou il y a des compagnies qui sont ciblées? C'est le CDG qui va c'est comme un appel d'offres, en fait, si tu veux. Donc, soit on adhère à cet appel d'offres, ou pas. Voilà, ça veut dire ça. En fait. Et si Est-ce que ça vaut engagement pour la commune de souscrire avec... Non, on ne sera pas obligé. Le CDG va chercher des mutuelles ou des complémentaires à des prix attractifs. Après, nous, on n'est pas obligé en tant que commune d'adhérer aux propositions du CDG. D'accord. Ils vont travailler pour nous, mais si de notre côté on trouve autre chose, c'est ça. Donc on pourra choisir une compagnie d'assurance pour la collectivité qui sera en dehors de ce cadre de consultation. Là, on propose une consultation. C'est une consultation qu'on propose. C'est une consultation. Oui, dans le cadre d'un groupement d'achat qui existe de 2021 à 2025. Donc ce groupement d'achat, il a des engagements de la collectivité vis-à-vis du CDG. Oui, mais si nous on trouve, si on trouve une mutuelle qui ne fait pas partie de cette... on est libre de nous engager à notre mutuelle. On va choisir. Si on a la consultation avec, je sais pas, 50 communes. En fait, la demande qu'on soit, s'il y a une commune qui en est 50, les prix ne sont pas pareils. Donc, mais on n'est pas, c'est une consultation en fait. C'est pas, après on est libre d'adhérer ou de ne pas adhérer. En fait, il y a un support, je pense, de la collectivité à une échelle du département pour mettre en concurrence un peu les prestataires. Et après, ils vont faire des propositions aux collectivités. Donc, dans la masse, ils vont essayer de tirer des prix. Après, libre à nous d'accepter leurs propositions ou d'aller voir ailleurs. Jusqu'à présent, on est couvert par quelle assurance? Bien sûr. Il faut le savoir. Si je pose la question, c'est le savoir. Ah ouais? Laetitia, vous êtes depuis 2020, vous ne le savez pas. À creuser, je peux le dire. J'ai pas l'info. C'est la MMT peut-être? Quoi? Francis Francis Reliance. D'accord. Voilà. Très bien. Donc on doit voter la délibération. Qui ne souhaite pas participer au vote? Qui vote contre? Qui vote blanc? Qui vote pour? Adopté à l'unanimité. Excusez-moi, j'ai une question. Vous allez quand même, vous, regarder aussi les prix de votre côté. Bien sûr. Donc à la prochaine délibération, on Non, peut-être pas à la prochaine délibération, tu vas attendre qu'on ait le retour quand même du CDG, et on travaillera à côté pour avoir pour voir ce qu'il y a de plus intéressant. Sur les prochaines Pas à la prochaine délibération, ça c'est non. Ça c'est sûr que non. Mais à la prochaine délibération, Ça va être la prochaine, ça peut être ultérieurement plus tard. Oui. Parce que quand on va voter sur ce sujet, on va... Et savoir s'il y aura les mêmes propositions, si elles seront visibles. Je pense que c'est ça. Mais le CDG ne va pas répondre en suivant de toute façon. Oui, ils vont faire une consultation, mais nous, la prochaine fois qu'on va voter pour choisir, on aura aussi un comparatif. C'était ça la question. Et il y aura aussi un suivi dans la commission des affaires sociales. Donc, il y a toute l'année, parce que là, c'est engagé jusqu'en 2025. C'est une application au 1er janvier 2026. C'est de la marche. Sixième délibération, mise en place d'une participation de l'employeur à la protection sociale complémentaire. Qui va vous être présentée par Carole Garcet-Schreiber. Le maire rappelle que le Code général de la fonction publique, article L 827-4 à L 827-12, ouvre la possibilité aux employeurs publics, État, collectivités locales, hôpitaux, de participer financièrement aux garanties de protection sociale souscrites par leurs agents en matière de santé et ou de prévoyance. Les modalités de mise en œuvre de cette participation sont précisées par décret. Décret numéro 2011-1474 du 8 novembre 2011, relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, détaille les possibilités ouvertes aux employeurs territoriaux. Le décret numéro 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire
et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement, le bénéfice de la participation d'un employeur territorial est réservé aux seuls contrats et règlements qui garantissent la solidarité intergénérationnelle entre les agents souscripteurs. À ce titre, les collectivités peuvent, pour chacun des risques concernés, soit aider les agents qui auront souscrit un contrat ou adhéré à un règlement qui aurait été préalablement labellisé. Les contrats ou règlements qui se sont vus délivrer un label figurent sur une liste publiée depuis le 31 août 2012 sur le site internet de la Direction générale des collectivités locales, soit engager une procédure de mise en concurrence à l'issue de laquelle une convention de participation sera conclue avec un seul opérateur. Le maire propose d'adopter le principe d'une participation de la collectivité au financement des garanties de protection sociale complémentaires selon les modalités décrites ci-dessous. Le comité technique intercommunal a émis un avis favorable aux démarches de labellisation en matière de santé et de prévoyance lors des séances du 3 juillet 2012 et du 9 octobre de la même année. Il appartient à l'organe délibérant de se prononcer sur les points suivants. Mise en place d'une participation et sélection du ou des risques concernés. Procédure de sélection des contrats ou règlements bénéficiant de la participation. Agents bénéficiaires. Montant de la participation et le cas échéant critères de modulation. Modalité de versement de la participation. Mise en place d'une participation et choix du ou des risques concernés. La collectivité décide de mettre en place une participation au financement des garanties de protection sociale complémentaire du personnel dans le domaine de la prévoyance, c'est-à-dire incapacité, invalidité ou décès. Procédure de sélection des contrats et règlements bénéficiant de la participation. La collectivité décide d'attribuer sa participation pour les risques sélectionnés au contrat et règlements ayant fait l'objet de la délivrance d'un label et figurant sur la liste publiée par la DGCL sur son site internet. Les agents bénéficiaires de la participation bénéficient de la participation aux garanties de protection sociale complémentaire. Les fonctionnaires, stagiaires et titulaires. Les agents contractuels de droit public, quel que soit le motif de leur recrutement. Les agents de droit privé et les apprentis. Les agents peuvent bénéficier de cette participation, quel que soit leur temps de travail au sein de la collectivité. Montant de la participation. Dans un but d'intérêt social, la collectivité souhaite moduler sa participation en prenant en compte le revenu des agents. En application des critères détaillés ci-dessous, le montant mensuel de la participation pour le risque prévoyance est modulé selon l'indice majoré dans les conditions suivantes. IM 366 à 435, 15 € brut. IM de 436 à 508, 10 € brut. IM égal ou supérieur à 509, 7 € brut. Modalité de versement de la participation. La participation de la collectivité sera versée directement à l'agent par le biais de son bulletin de salaire. L'agent devra fournir un justificatif. L'organe délibérant sur la base des avis du comité technique intercommunal des 3 juillet 2012 et 9 octobre de la même année, après avis du comité social territorial en date du 21 novembre 2024. Il est proposé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'adopter les propositions formulées par le maire, d'abroger la délibération du 13 novembre 2013 relative à la protection sociale complémentaire. Monsieur le maire précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. Voilà pour la délibération. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Là, pareil, est-ce qu'il y a des consultations qui ont été lancées? À ce jour, non. Donc là, l'obligation au 1er janvier 2006 pour, en tant qu'employeur, fournir, donc proposer des complémentaires à nos salariés. Actuellement, le travail va débuter. Les salariés sont au courant, quoi. Les salariés sont au courant de la règle, je pense, syndicalement, les infos remontent. Là, à l'heure actuelle, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 6 personnes déjà qui ont une complémentaire. Tout le monde n'a pas une complémentaire. Les coûts du moment. Donc l'info sera diffusée, bien sûr. En tant que salarié, en tant qu'employeur,
On va devoir communiquer dans ce sens avec eux, mais je pense qu'ils ont une grande partie, ils ont déjà l'info. Donc la participation minimale est imposée à 7 €. Pour répondre à la question, oui, effectivement, ils sont au courant parce que ça faisait partie des éléments qu'on avait abordés avec eux dans le cadre du travail sur le RI et sur les LG. Puisque cette participation, on l'avait nous déjà ciblée dans le RI. Donc en fait, on est sur la continuité de ce que nous on avait proposé sur les derniers mois. Donc je tiens à le saluer ici parce que actuellement, c'est un peu la validation de ce qu'on avait un petit peu abordé avec les agents. Donc c'est bien que ça soit mis en place. J'ai un peu plus de mal avec les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. Du coup, on sait ce que ça représente en termes d'impact budgétaire pour la commune. Une simulation a été faite, une feuille de calcul, peut-être comme je dirais que c'est 400 000 € si tout le monde adhère. Selon les IM actuels des salariés, on est sur une fourchette entre 4 et 5 000 €. Et en fonction de... Si je reprends là, c'est obligatoire au 1er janvier 2025. 25 ça c'est obligatoire. L'employeur a obligation au 1er janvier 2025 de contribuer à cette prévoyance en fait. D'accord ? Et en 1er janvier 2026, on aura obligation, l'employeur aura obligation de payer, de donner une participation à la mutuelle. Là, c'est pas la prévoyance, c'est la complémentaire. Non, ça c'est la prévoyance. C'est la prévoyance. C'est la prévoyance. C'est la prévoyance. C'est le maintien du salaire, en fait, quand tu es en arrêt de maladie, quand tu es à la territoriale, les 90 premiers jours sont payés par un employeur pour les titulaires qui sont à temps plein, et le reste, c'est le maintien du salaire. Donc c'est 7 €, la base, enfin les 15 €, hein, puisqu'on a dit qu'on démarrait suivant le salaire de chacun, hein, parce que celui qui est catégorie A ne va pas payer le même tarif que celui qui est catégorie C, où il a un salaire, donc il faut équilibrer. Donc c'est un truc qui est obligatoire au 1er janvier 2025. Et justement, nous, on l'avait fléché par catégorie. Oui. Là, je suppose que les indices majorés correspondent aux catégories qui avaient A, B et C qui avaient été... Tout à fait. Et du coup, on sait combien d'agents sont concernés en fonction des indices ça, je ne peux pas te dire. Oui. 24 personnes pour un montant de 15 €. 5 personnes pour un montant de 10. Et une personne pour un montant de 7. Merci. C'est un sujet très important. Effectivement, le constat qu'on avait pu faire l'année dernière, c'est qu'il y avait beaucoup d'agents qui avaient ce type de prévoyance. Il y avait quasiment les 3/4 des agents en 2018. Et malheureusement, il n'y en avait plus que 5 ou 6, comme ça a été évoqué tout à l'heure l'an dernier. Et malgré tout, c'est essentiel quand on nous arrive des bricoles dans la vie. Des soucis de santé, c'est une protection. Donc c'est très important qu'il y ait, dans la mesure où ils veulent adhérer, c'est très important. Donc, merci pour la poursuite de ce qu'on avait essayé de mettre en place en fait. Il y a d'autres questions? Donc on va passer au vote. Qui ne souhaite pas participer à ce vote? Qui vote contre? Qui vote blanc? Qui vote pour? Adopté à l'unanimité. 7e délibération. Modification du temps de travail d'un emploi occupé par un fonctionnaire. Le maire rappelle au conseil municipal qu'un emploi d'agent d'animation enfance-jeunesse permanent à temps non complet, 30 heures hebdomadaires, a été créé par délibération numéro 20-21-07-04 du 13 juillet 2021. Il expose au conseil municipal la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail de cet emploi afin d'assurer une meilleure continuité et qualité de service et pouvoir développer des projets. Cette modification du temps de travail étant supérieure à 10% du temps de travail initial de l'emploi, elle est donc assimilée à une suppression d'emploi. Par conséquent, il propose la suppression à compter du 1er mars 2025 de l'emploi d'origine et la création à cette même date de l'emploi ci-dessous. Donc ce serait un emploi agent d'animation enfance-jeunesse, avec les grades associés d'adjoint animation territoriale, adjoint d'animation territoriale principale 2e classe, adjoint d'animation territoriale principale 1re classe, catégorie hiérarchique C, donc plein effectif, temps complet, 35 heures, fondement de recrutement sur recrutement en qualité de contractuel,
article L332-8, second du Code général de la fonction publique. Cet emploi permanent pourra être pourvu par le recrutement d'un fonctionnaire en application du principe général posé à l'article L311-1 du Code général de la fonction publique, selon lequel, sauf des relations prévues par une disposition législative, les emplois civils permanents du département, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés par des fonctionnaires. Par dérogation, par le recrutement d'un agent contractuel en application des dispositions de l'article L332-8, second du Code général de la fonction publique, qui permettent de recruter des agents contractuels sur des emplois permanents lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service se justifient, et si aucun fonctionnaire n'a pu être recruté, soit au titre de la mobilité, soit parmi les lauréats de concours. Les contrats de travail sont conclus pour une durée déterminée maximale de 3 ans renouvelable par reconduction express à la limite de 6 ans. Si à l'issue de cette durée de 6 ans, le contrat est reconduit, il l'est par décision express et pour une durée indéterminée. Dans l'hypothèse du recrutement d'un agent contractuel, l'emploi pourrait être doté d'un traitement afférent à un indice majoré compris entre 366 et 435. D'avoir entendu le maire dans ses explications complémentaires après avis favorable du comité social territorial intercommunal rendu le 21 novembre, il est proposé au conseil municipal, après en avoir délibéré, décide la suppression compté du 1er mars 2025 de l'emploi permanent à temps non complet, 30 heures hebdomadaires, d'agents d'animation d'enfance-jeunesse, la création, à compter de cette même date, de l'emploi permanent à temps complet, 35 heures hebdomadaires, d'agents d'animation enfance, tel que l'écrit ci-dessus, précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice, que le tableau des emplois sera mis à jour en conséquence. Donc là, on est dans la continuité un peu du projet mené par le nouveau responsable du service enfant-jeunesse, qui, en arrivant ici, donc en mai 2024, fait un peu un diagnostic du service et qui s'est rendu compte, qui a proposé aux élus de l'époque, dont je faisais partie, d'augmenter un peu le volume horaire sur 4 personnes, 2 ADSEM et 2 animateurs, pour un peu augmenter le service du centre de loisirs. Intégrer aussi donc ce service enfant-jeunesse pendant la pause méridienne, qui est des activités proposées aux enfants avec des animateurs qui les encadrent, et aussi voilà, passer des emplois à temps complet. C'est aussi un gage de fidélité côté salarié. Voilà, quand on est sur le temps complet, c'est moins précaire. Donc il y avait une unanimité autour de ce projet. Donc voilà, là, en fait, ça vient concrétiser le volume horaire, parce que jusqu'alors, ces salariés étaient en horaire complémentaire et non supplémentaire. Le pécunier, c'est pas pareil. Donc voilà, là, le fait d'acter, ils passeront sur un temps plein officiellement. Mais, là, il y a 4 cas différents, il y a 4 délibérations. Donc là, on est sur les animateurs, animatrices, et derrière, on sera sur des ADSEM. Juste la première délibération, voilà, il y a 4 personnes identifiées qui étaient déjà dans la commune, donc ce ne sera pas un appel à recrutement. Finalement, c'est le passage à temps complet de 4 personnels du service enfance-jeunesse. Est-ce que vous avez des questions? Concrètement, ça se traduit par quoi? Par donc, la pause méridienne, animée, encadrée, mais aussi des ouvertures supplémentaires du centre de loisirs. Donc, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu une semaine en novembre et une autre en plus l'été. Donc, il y a 2 semaines d'ouverture de services supplémentaires par rapport à ce qu'on a fait les années passées. Et ça fonctionne, puisque ça se remplit, c'est source de recettes pour la commune, ça fidélise, comme je vous disais, les salariés sur la commune, et ça donne plus de services du coup à nos administrés en termes de garde d'enfants, et ça valorise aussi cette pause méridienne qui est super importante dans la vie d'un enfant. On peut ajouter aussi que dans le cadre du travail qu'on a effectué avec Gaby Garty, le directeur du service enfance, le financement de ce temps de travail supplémentaire est assuré par la prestation de service de la CAF. Oui, tout à fait. Et là, le fait d'avoir une amplitude d'ouverture plus large, mais la CAF participe en augmentant la subvention qu'elle octroie chaque année. C'est tout bénéfique, quoi. C'est vraiment important, surtout le nombre de personnes sur la pause méridienne. Ça permet de passer de mode de garderie à périscolaire, ce qui permet d'avoir une subvention supplémentaire de la CAF, ce qui permet d'équilibrer normalement les comptes.
Voilà, je pense qu'on peut remercier Gabi. C'était le nombre d'enfants, c'était sur la pause méridienne. En termes d'encadrement. C'était une pause méridienne, mais c'était pas financé. C'était pas financé. Et alors que là, c'est financé. Non, c'était pas une garderie parce qu'ils mettaient des choses en place quand même. Lié au niveau du financement. Mais là c'est quand même mieux qu'il y ait des animations entre midi et deux, que ça soit financé par la clinique de la carte. J'en suis ravi. Parce que pour répondre à ce qu'a dit Ramoncho tout à l'heure, si j'ai compris, tu as dit que ça avait fait unanimité l'été dernier. Je ne suis pas d'accord. Madame Guédon s'était positionnée contre en commission affaires scolaires. La commission, moi, je me semblait qu'on avait fait l'unanimité, mais moi, non, ça n'avait pas fait unanimité. J'avais adhéré, je sais pas, j'avais adhéré au projet. Madame Guédon n'avait pas compris qu'on le mette en place dès le mois de septembre, parce qu'effectivement, on l'a mis en place dès le mois de septembre avec un système temporaire d'heures complémentaires, et effectivement des heures complémentaires, parce que c'était entre la 29, la 30e et la 35e, et c'était pas au-delà de la 35e, et les heures supplémentaires ne s'appliquent qu'au-delà de la 35e, c'est pour ça qu'elles sont valorisées un peu plus. Et effectivement, je tiens à saluer ici le gros travail des services. Alors j'ai souvent entendu ces dernières semaines qu'on n'avait rien fait pendant 6 mois. Bon, je pense que les services ont pu apprécier ce genre de message, parce qu'ils n'ont pas eu l'impression de rien faire. Et ils ont au contraire beaucoup travaillé, et je tiens à saluer effectivement le directeur du service qui, quand moi je me souviendrai, à ma première réunion avec lui en juin, il m'a dit je suis en observation depuis un mois, il faut laisser un mois de plus, dans un mois je vous ferai des propositions pour améliorer le service. C'est ce qu'il a fait. Il était au rendez-vous. Il a eu une projection sur le service que moi j'avais trouvé assez exceptionnelle, sur tous les sujets. Il avait vraiment balayé l'ensemble du service, et il a fait des propositions concrètes effectivement pour permettre d'augmenter le service auprès des ASTAR, d'améliorer les conditions d'accueil des enfants, d'améliorer les conditions d'accueil d'exercice des agents, parce que ça faisait aussi partie de sa volonté, de faire en sorte que les agents travaillent mieux, se sentent mieux dans le cadre de leur travail, dans une atmosphère apaisée, et que ça puisse se répercuter sur l'ensemble du service et les enfants. On a fait le choix, effectivement, après l'avoir passé en commission, de le mettre en place très rapidement. On ne pouvait pas directement le formaliser, parce qu'effectivement, il fallait que ces augmentations de contrat passent par le CSI, qui a été saisi au mois de novembre là-dessus. Vous avez tous pu voir l'avis à l'unanimité, avec les félicitations notamment pour la fin de ce qu'on peut appeler les contrats précaires, parce que quand on n'est pas à temps plein, ça reste des contrats précaires et ça ne permet pas aux agents de pouvoir vivre correctement de leur travail quand ils souhaitent travailler sur le temps plein. Donc oui, je pense qu'on est ravis parce que c'est le travail qu'on a poussé, qu'on a accompagné sur ces derniers mois et qui se concrétise aujourd'hui. Et effectivement, quand on voit comment ça fonctionne bien dans le service. Et c'était important de le faire parce que c'était un service qui effectivement était en difficulté en début d'année dernière et qui a retrouvé une dynamique et une vraie cohésion d'équipe autour de ce projet-là, notamment, autour d'autres projets aussi, je suppose, mais autour de cette organisation de service-là. Et donc, moi, personnellement, je pense à notre groupe, on est ravis aujourd'hui, on va voter ça haut la main parce que c'était très important que ça soit pérennisé et aujourd'hui, on peut s'en satisfaire. Donc, oui, mais pardon, mais juste pour compléter, la dernière chose, parce que là, je suppose que c'est pareil, il y a bien sûr la notion de budget derrière. Et effectivement, toute la qualité du travail du directeur enfance-jeunesse, et y compris de la direction générale, ici sur la mairie, le travail en collaboration avec la secrétaire générale, c'est qu'effectivement, ça a généré de la prestation de services supplémentaires financée par la CAF, et donc c'est à l'équilibre constant pour la collectivité, et c'est très important parce qu'il y a un autre sujet qui va se décliner, qui a déjà commencé à se décliner dans le cadre du CTG, du contrat territorial global avec la CAF, c'est qu'il y a une partie du poste de semaine directeur enfance-jeunesse qui va être mobilisée dans le cadre des actions de la CAF au-delà du territoire de la commune d'Aetz, et ça aussi, ça n'avait pas du tout été anticipé quand le contrat a été signé, et il y a une partie du temps de travail de M. Gardy qui devra bénéficier à l'intercommunalité. Et donc ça sera autant de temps que lui, physiquement, il ne pourra pas assurer auprès de la structure. Donc c'est important de pérenniser ces financements, ce partenariat avec la CAF, et d'essayer de l'étoffer partout où on peut l'étoffer. On est d'accord,
de surtout ne pas laisser partir des éléments comme ça, parce qu'il a encore plein d'idées, Gabi, donc il va encore nous prendre plein d'idées. Donc voilà, il a mené un bon travail, il a fait une bonne analyse, on l'a accompagné comme il se doit, donc c'est très bien, et donc il va nous faire des propositions encore pour développer le service, et on passe des agents à temps complet, donc voilà, toute la notion aussi de savoir être reconnaissant par rapport au travail qui est fourni par ces personnes du quotidien, en leur proposant des postes à temps plein, en les écoutant, en les aidant, en leur proposant de la formation. Voilà. Donc surtout, ne jamais rester sur des situations figées. Le renouveau, ça fait souvent du bien aussi. Et là, on a la preuve que Gabi, avec une vision nouvelle sur le village, parce qu'il a aussi hésité au début quand il est arrivé, mais du coup, voilà, il s'est lancé ce pari-là, et c'est en train de matcher, donc c'est très bien que ça donne. Et moi, je voudrais juste rajouter qu'au dernier conseil d'école, donc il avait des questions posées par les parents. Il a su répondre, il a répondu à toutes les questions. Je crois qu'il nous a mis en confiance, que tout le monde a vu le sérieux de son travail, sa compétence, et ça a rassuré, je pense, les parents qui étaient là, les enseignants. Voilà. Oui, il a aussi une révision professionnelle sur les sujets qui peuvent inquiéter les parents aujourd'hui. Qu'on connaît tous, le sujet de harcèlement et de comportement qui interroge, et il a une vraie vision, une vraie pédagogie professionnelle par rapport à ces sujets-là, et c'est très intéressant d'en échanger avec lui. Il est effectivement très rassurant et accompagnant, et il est aussi capable, pour l'avoir pu fonctionner, de faire monter en compétence énormément ses équipes et de les valoriser sur ces sujets qui peuvent être un peu compliqués à gérer. Ça, j'ai pas encore vu, mais... Ça s'appelle les routes. Il veut améliorer les conditions de travail et faire monter en compétences. Donc, c'est valorisant. Moi, c'est quelqu'un de très bien, s'était occupé aussi de son recrutement, et vraiment, il n'y avait pas eu une seconde d'hésitation avec... Je sais déjà si je dois proposer le vote, je crois qu'on est tous d'accord. Qui va pour échanger la formulation? Merci, vote à l'unanimité, merci. La 8e délibération, c'est un copier-coller pour un deuxième agent qui est dans la même situation. Est-ce que vous voulez que je vous fasse lecture ou pas? C'est les mêmes agents. Qui vote pour? La 9e délibération, là je vais quand même la lire une fois pour changer d'intitulé du poste. Modification du temps de travail d'un emploi occupé par un fonctionnaire. Le maire rappelle au conseil municipal que l'emploi d'agent d'animation enfance jeunesse permanent à temps non complet, 30 heures hebdomadaires, a été créé par délibération numéro 2015-05-03 du 27 mai 2015, puis modifié par délibération 20-21-10-02 du 27 octobre 2021. Il expose au conseil municipal la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail de cet emploi afin d'assurer une meilleure continuité et qualité de service et pouvoir développer les projets. Cette modification du temps de travail étant supérieure à 10% du temps de travail initial de l'emploi, elle est donc assimilée à une suppression d'emploi. Par conséquent, on propose la suppression à compter du 1er mars 2027 de l'emploi d'origine et la création de cette même date de l'emploi ci-dessous. Donc c'est où ça change, on parle d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Les grades associés sont agent spécialisé principal de première classe des écoles maternelles et agent spécialisé principal de seconde classe des écoles maternelles. Catégorie hiérarchique C, un effectif, 35 heures, temps complet. Même article du Code général de la fonction publique. Cet emploi permanent pourra être pourvu par le recrutement d'un fonctionnaire en application du principe général posé à l'article L311-1 du Code général de la fonction publique, selon lequel, sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés par des fonctionnaires. Par dérogation, par le recrutement d'un agent contractuel en application des dispositions de l'article L332-8 second du Code général de la fonction publique, qui permet de recruter les agents contractuels sur des emplois permanents lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service se justifie et si aucun fonctionnaire n'a pu être recruté, soit au titre de la mobilité, soit parmi les lauréats de l'emploi. Les contrats de travail sont conclus pour une durée déterminée maximale de 3 ans, renouvelable par reconduction expresse dans la limite de 6 ans. Si à l'issue de cette durée de 6 ans, le contrat est reconduit, il est, par décision expresse et pour une durée indéterminée. Dans l'hypothèse du recrutement d'un agent contractuel, l'emploi pourrait être doté d'un traitement afférent à un indice majoré compris entre 367 et 457. Après avoir entendu le maire dans ses explications complémentaires,
Après avis favorable du comité social territorial intercommunal rendu le 21 novembre 2004, il est proposé au conseil municipal, après en avoir délibéré, la suppression à compter du 1er mars 2025 de l'emploi permanent à temps non complet d'un heure hebdomadaire d'agent d'animation enfant-jeunesse, la création à compter de cette même date de l'emploi permanent à temps complet 35 heures hebdomadaires d'agent d'animation enfance tel que décrit ci-dessus, précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice, que le tableau des emplois sera mis à jour en conséquence. Donc c'est voilà, le même schéma, c'est le même service, c'est les mêmes objectifs, et là on est plus sur le travail d'aide-scène. Accompagnement des enfants maternels, tâches ménagères, accompagnement pendant la cantine. On a 2 agents concernés. Donc je vais vous proposer de passer au vote pour cette délibération, qui est la 10e, c'est la même, copier-coller, est-ce qu'il y a des questions? Non. Qui vote pour? Donc la délibération 9 et 10, adoptée à l'unanimité, merci. Donc, 11e délibération, accueil d'un stagiaire. Monsieur le maire informe que la commune est amenée à accueillir un stagiaire dans le cadre d'une formation préparant un diplôme universitaire de management et gestion des territoires, DU-MAGT, pour une durée totale de 210 heures. Considérant que la réglementation en vigueur n'impose pas à la collectivité territoriale le versement d'une gratification à un stagiaire, mais que ce dernier peut toutefois bénéficier d'une gratification facultative, que le montant de la gratification ne peut en aucun cas excéder 15% du plafond horaire de la sécurité sociale applicable au 1er janvier 2025, soit un montant brut de 4,35 € par heure de stage. Il est proposé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'accueillir un stagiaire dans le cadre du diplôme universitaire carrière territoriale en milieu rural pour une durée totale de 210 heures, de verser au stagiaire une gratification d'un montant forfaitaire de 913,50 €, que cette gratification sera versée à la fin du stage sous réserve des heures effectuées et après proratisation en cas d'absence. Donner le pouvoir à M. le maire pour la mise en œuvre de cette délibération. Donc, je pense que le texte parle par lui-même, c'est l'accueil d'une stagiaire qui est en train de passer un diplôme là, pour travailler dans le management et gestion des territoires. Qui sera L'idée serait 210 heures, un peu sur tous les postes. L'émission simplement pour le milieu associatif avec le traitement des dossiers actuels, dans le cadre des demandes de subventions, mais pas que. L'idée c'est qu'elle découvre le fonctionnement interne d'une collectivité comme AES, avec un poste de secrétaire général, avec des postes aux finances, des postes à l'urbanisme. C'est une grosse découverte terrain, donc c'est quand même 210 heures, c'est quand même un support pour la collectivité, c'est du travail, le travail mérite salaire, on est calibré au niveau du montant que l'on peut lui accorder, on n'est pas tenu de le faire, nous on fait le choix de lui accorder cette subvention pour le travail rendu, au prorata en cas d'absence, mais c'est la proposition qu'on fait ce soir. D'accorder cette reconnaissance pécuniaire à une dame qui va venir passer 210 heures dans la collectivité et qui va être active. C'est aussi dans le but de sa formation professionnelle. Une bonne méthodologie, je pense. Pour bien comprendre, c'est là que j'ai travaillé sur la collectivité en novembre et décembre. Année Espérance. Qui a des périodes de stage très courtes, qui repart en école, et là qui va réintégrer la collectivité pour quasiment 2 mois, qui finira la fermière. Effectivement, on avait validé le cadre de son DU sur la collectivité d'Aed. C'est effectivement quelqu'un qui a travaillé ici en novembre et décembre en remplacement d'arrêt maladie et qui a une vraie force de travail et qui a de vraies compétences déjà aujourd'hui. La question pour laquelle on n'avait pas été sur ce type de gratification, c'est qu'on avait, c'est une question qu'on se posait, on n'avait pas eu le temps de se renseigner, c'est qu'on avait peur que ça puisse lui enlever une partie du financement de sa formation. Par ailleurs, moi, je pense que je n'ai pas été vérifié. Vous savez, une fois, le fait d'être payé de côté, ça enlève le droit au financement de l'autre parce qu'il me semble que c'était dans le cadre de Pôle emploi. Là, c'est du plus pour elle. Ok.
Très bien. C'est une interaction, je pense. C'est largement. D'autres questions? Donc, je propose de passer au vote. Qui ne souhaite pas participer à ce vote? Qui vote contre? Qui vote blanc? Qui vote pour? Adopté à l'unanimité. Deuxième délibération, avenant numéro 3, convention de participation financière pour les petites enfances à Petit Pas, qui va vous être présenté par Mathé Fourdin. Depuis 2019, les communes partenaires du volet Petite Enfance à Petit Pas, Aetz, Asquin, Cibourg et Guétari participent au coût de fonctionnement de la structure selon une clé de répartition validée par ces mêmes communes et la CAF dans le cadre du comité de pilotage. Prorata du nombre d'assistantes maternelles en activité au moins un mois dans l'année et du nombre d'enfants de moins de 6 ans. La mise en œuvre de la convention territoriale globale nécessite d'actualiser le niveau de participation de chaque membre en tenant compte de l'arrivée en 2022 de la commune d'Arbonne dans le dispositif. De la clé de ventilation indiquée ci-dessus réactualisée en 2024 par la CAF et du niveau réel de charges et de recettes supportées par la ville de Saint-Jean-de-Luz. Ainsi, pour la commune d'Aetz, eu égard à la clé de ventilation retenue, passe de 11,85% en 2023 à 12,07% et de l'ajustement des dépenses et recettes, la contribution s'élève en 2024 à 2 657 € contre 1 763 € en 2023, soit une hausse de 894 €. Afin de poursuivre cette convention, il est proposé de signer un troisième avenant qui a pour objet de confirmer la participation financière de la commune. Il est proposé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'autoriser le maire à signer l'avenant numéro 3 de la convention tenant compte de la modification financière du relais petite enfance. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai une question. La première, c'est que pourquoi les enfants de moins de 6 ans, sachant que c'est ceux qui sont gardés par nous? Oui. La scolarité est obligatoire à partir de 3 ans. Pourquoi mettre un enfant chez une nourrice? Moi, j'ai connu des cas où le midi, pour prendre le relais des enfants qui ne mangeaient pas à la cantine, la nounou reprenait le relais et le périscolaire. Dans ce cadre-là, alors. Et parce que ça fait quand même une augmentation de plus de 50%. Mais c'est pas nous qui décidons de l'augmentation, c'est la CAF, donc c'est pas nous qui... La première question qui est... On répond à ma question, parce que je pensais que c'était... c'est pas comporter les enfants sur les IE2 ou périscolaires. Et je voulais savoir si c'était pour les enfants qui sont gardés à Aetz par des d'assistants d'Aetz. On n'a pas le nombre d'enfants. Vous ne l'avez pas? On n'a pas les autres années, ça ne doit pas... Peut-être pas Mais on peut se renseigner. Oui, parce que l'augmentation serait une augmentation de 10%, les coûts, voilà, mais je trouve que l'augmentation est quand même... Si on regarde le pourcentage, oui. Si on regarde les chiffres... Oui, si on regarde le pourcentage, entre 2023 et 2024, on a 50,7%. Une augmentation de 894 €. Ouais, tout augmente, je pense. Mais tout augmente de 10-15%, oui. On se renseignera sur le Je nombre suis surprise sur cette grosse augmentation quand même. Parce qu'il n'y a pas eu plus d'enfants, de naissances. Il me semble qu'il y a davantage d'assistantes maternelles. Il y en a une ou deux de plus. C'est peut-être la raison pour laquelle il y a aussi une augmentation. Est-ce que c'est le... Ouais, madame, justement, est-ce qu'il y a plus d'assistantes maternelles qui gardent des enfants de partout, ou celle-ci, elle garde des enfants des Aestars? Là, on est sur un partenariat à Aetz, Asquin, c'est un partenariat. Donc effectivement, s'il y a de nouvelles professionnels qui adhèrent, le nombre, mécaniquement, va augmenter aussi. Donc ça explique certainement. On va se renseigner exactement sur le savoir combien d'Aestars qui sont concernés. Mais ça peut être une très bonne explication à cette évolution. On va demander à la CAF aussi. Je pense qu'il y a de la transparence dans tout ça. Donc on va pouvoir avoir les données.
La correspondante du relais assistante maternelle, elle a toutes ces données. Au jour le jour. Ça peut être intéressant de les avoir, ces données-là. Voilà pour la délibération. On vote. Qui ne veut pas participer au vote? Qui vote contre? Vote blanc. Qui vote pour? Adopté à l'unanimité. Délibération numéro 13. Convention de la communauté d'agglomération Pays Basque réglant les effets de l'adhésion au service commun observatoire fiscal partagé, qui va être présenté par Kafeneli Chantier. Gauan denei, beraz, ama hirugarren puntu bat da Eriko Elkargoa buruz, dans la 13e délibération sur la communauté d'agglomération, sur la convention à la communauté d'agglo-PB réglant les effets de l'adhésion au service commun observatoire fiscal partagé. La communauté d'agglomération Pays Basque et ses communes membres se sont dotés d'un observatoire fiscal partagé depuis 2018. La CAPB a ainsi déployé une offre d'ingénierie auprès de ses communes membres en matière de fiscalité directe locale et de dotation. Concrétisée au travers notamment de la mise à disposition d'un outil de pilotage et de gestion de la fiscalité directe locale et de l'organisation de cycles de permanence dans les maisons de la communauté, cette offre d'ingénierie est effective pour la quasi-totalité des communes du Pays Basque, avec une participation toujours plus forte des élus et des agents des communes qui s'organisent désormais plus largement sous la forme de groupes de travail réunissant plusieurs communes voisines. Cet observatoire fiscal partagé a vocation à accompagner les communes dans le domaine de la fiscalité directe locale en matière de suivi et de fiabilisation des bases d'imposition, d'aide à la décision et de veille concernant l'impact sur le niveau des ressources communales des évolutions législatives et réglementaires. La mise en place à compter de 2023 du nouveau réseau de proximité des finances publiques sur le territoire du Pays Basque a fait l'objet d'une charte entre la direction départementale des finances publiques et la communauté d'agglo Pays Basque qui intègre cette offre d'ingénierie mise en œuvre dans le domaine de la fiscalité locale, afin de conférer une dimension plus intégrée à l'observatoire fiscal partagé, jusqu'à présent non formalisé, et alors que la démarche de schéma de mutualisation est également engagée au sein du territoire, son fléchage sous la forme d'un service commun a paru opportun. Monsieur le maire propose que la commune intègre le service commun en fiscalité et dotation de la communauté d'agglomération Pays Basque sous la forme d'une convention. Le coût de ce service sera pris en charge par la CA du Pays Basque. Il est donc proposé au conseil municipal, après en avoir délibéré, de se prononcer favorablement à l'adhésion au service commun observatoire fiscal partagé de la CAPB, d'approuver la convention telle qu'annexée à la présente délibération régissant les principes de fonctionnement de ce service entre la communauté d'agglomération et la commune d'Aetz, d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention, ainsi que tout document relatif à ce dossier chaque fois que nécessaire. Donc, je précise un point, comme quoi le coût de ce service, comme je l'ai dit, est entièrement pris en charge par la CAPB, y compris la mise à disposition de l'outil de pilotage et de gestion de la fiscalité directe locale, atelier fiscal. Autre point, vous l'avez tous lu, j'espère. Convention réglant les effets de l'adhésion au service commun observatoire fiscal partagé. Donc c'est un document qui vous a été transmis au moment de l'invitation du conseil municipal et qui précise l'ensemble des modalités de la convention et de ce que cette délibération porte sur ce régime de fiscalité. Y a-t-il des questions? Oui, qu'est-ce que ça change? En fait, parce que c'est un outil. Comment? C'est un outil. Un outil de fiscalité sur les impôts directs. En fait, ça nous permet de bien gérer. Un outil d'anticipation. Un outil d'anticipation, de demander des choses. Mais c'est un outil qui existait déjà. Et là, ce mois-ci, on adhère. On y est déjà. Et là, pour la preuve, si on demande d'y adhérer. Si, parce qu'on y était déjà, on avait déjà accès à l'atelier fiscal. Et en fait, c'est l'héritage du Sud Pays Basque, ça existait là. On dit que la loi l'a pris en 2018, mais en fait, ça existait déjà sur le
l'ancienne Aglo Sud Pays Basque. Et en fait, aujourd'hui, effectivement, c'est généralisé à l'ensemble des communes du Pays Basque. C'est pour ça qu'on reconventionne. Mais c'est un outil auquel on avait déjà accès et qu'on a déjà beaucoup utilisé sur la commune d'Aix. Donc effectivement, j'ai eu l'attention à la convention, mais c'est simplement l'outil qui était déjà en place et qu'on continue de développer sur l'ensemble du Pays Basque. Mais il faut le poser en délibération au niveau de la commune pour acter les choses, de telle façon qu'on puisse adhérer à la convention et aujourd'hui généraliser. Voilà. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'avais lu dans le programme que vous vouliez faire un recensement des logements vacants sur la commune, avec ce petit outil avec trois filtres. Vous avez des données sur le logement vacant notamment et effectivement beaucoup d'autres données. Et c'est un vrai outil de prospective qui va certainement nécessiter de la formation parce qu'il est un peu compliqué à manier. Mais c'est très intéressant comme outil. Après voilà, on est sur une autre échelle que l'agglomération Sud-Pays Basque, on est sur l'agglomération Pays Basque, et du coup c'est une mutualisation des connaissances et des capacités. Oui, tout à fait. Voilà. Pour prendre l'exemple de Gabi, on peut avoir des personnes qui viennent dessous d'ailleurs, qui ont une expérience autre que celle de l'agglomération Pays Basque et qui peuvent amener des idées nouvelles, et en fait le but c'est toujours améliorer l'outil. Là, on a pris une autre échelle géographique, plus de connaissances, plus de cellularise, de matérialisme, on va dire. Et voilà, ça va améliorer certainement l'outil encore. C'est le sujet de l'amélioration. C'est un peu ça. Pas la même thématique, mais c'est le même mode de fonctionnement. C'est là où on voit l'intérêt aussi de l'aglo, qui amène des outils complètement qui peuvent nous aider, nous, petites communes, pour travailler au quotidien avec des outils de qualité et très efficaces. Donc je pense qu'on peut passer au vote sur la délibération numéro 13. Qui ne souhaite pas participer à cette délibération, vote. Qui vote contre, qui vote blanc, qui vote pour. Adopté à l'unanimité. Donc la délibération numéro 14, c'est un peu dans l'acabit. On parle d'adhésion au service commun pour l'accès au système d'information géographique de la communauté d'agglomération de Pays Basque, présenté par Chantal Gros. Beraz, azken puntu bat, Eri Ekaboa. La communauté d'agglomération Pays Basque propose la création d'un service commun mutualisé pour l'accès des communes à son système d'information géographique sur son territoire avec une construction à 2 niveaux dans le temps. Premier niveau, donc la mise à disposition gratuite de l'outil communautaire GeoBasque aux communes membres, service socle, à partir du 1er janvier 2025. Et le deuxième niveau, puis pour les communes qui le souhaiteront, un approfondissement en données, fonctionnalités et prestations pour les communes, services avancés qui sera tarifé. Le contexte, la diversité de l'accès aux données géographiques sur le territoire. Depuis 2020, la communauté d'agglomération s'est dotée d'une nouvelle infrastructure de données géographiques sur son territoire, GeoBasque, pour garantir la qualité et la fiabilité des données en rationalisant les coûts matériels, logiciels et humains et les efforts de tenue à jour. Cela a permis d'harmoniser, unifier et enrichir les données et les outils sur la base d'un même socle commun, alors que le territoire était jusque-là couvert par des systèmes différents issus des anciennes intercommunalités. Jusqu'alors, GeoBasque n'a pas été mis à disposition des communes, d'autant que l'EPFL Pays Basque fait profiter toutes les communes du Pays Basque Nord de son outil de consultation SIG-SIF3 ou Arcopol, raccordé notamment pour l'heure aux outils d'instruction de la communauté d'agglomération DGOPC et DGODIA. Certaines communes bénéficient également du service SIG de l'Agence publique de gestion locale ou encore du web SIG et ICGO par exemple. Et pour mémoire, les 12 communes du pôle sud Pays Basque ont intégré le service commun mutualisé SIG communautaire propre à ce territoire, hérité de la CA Sud Pays Basque antérieure à 2017. Le service commun globalisé aux 158 communes prendra progressivement le relais du service territorialisé existant. Vers la création d'un service commun mutualisé SIG entre la CAPB et ses communes membres.
La création de ce service commun mutualisé SIG répond à des besoins à la fois communaux et communautaires. La mutualisation permettra de tendre progressivement vers un seul outil SIG fédérateur, GeoBasque, référence commune pour les agents communaux et communautaires. La mise en place par la communauté d'agglomération Pays Basque d'un outil SIG partagé permettra à la commune d'accéder aux principales données géographiques de son territoire, cadastre, documents d'urbanisme, réseau, photos aériennes, satellites, adressage, et ce avec la garantie qu'elle soit tenue à jour. Qualification et bonification de la donnée, en consultation au plus près du territoire de la maille communale, la consultation de l'outil commun permet au cercle vertueux de bonification de la donnée. Signalement en cas d'erreur constatée. Outil fédérateur. Un même outil quotidien partagé par la commune de la communauté d'agglo renforce des références SIG et une identité commune. Économique et écologique. Le service commun SIG est l'occasion pour la commune de bénéficier d'un accès par Internet à un web SIG administré et centralisé par le service SIG de la communauté d'agglo Pays Basque, des données donc démultipliées sur plusieurs outils et serveurs des coûts limités d'administration et d'un gain de temps considérable pour ne plus avoir à garantir les interopérabilités et partage de données entre plusieurs outils. Une nécessité technique, GeoBasque a vocation à terme à prendre le relais du CIFRE 3 mis à disposition par le PFL en proposant les mêmes données complétées par le catalogue complet des données communautaires et les données référentielles proposées par la communauté d'agglomération. Les modalités de mise à disposition GeoBasque à la commune. Pour répondre au mieux à ces besoins, la création d'un service commun mutualisé de l'information géographique est proposée selon l'architecture suivante. Le service repose sur la mise à disposition de GeoBasque à la commune, outil financé et développé par la communauté d'agglomération Pays Basque depuis 2020. Le fonctionnement de ce service commun mutualisé sera assuré par les agents du service SIG, mis à disposition en plus de leur mission strictement communautaire. Un agent déjà en poste sera particulièrement dédié au déploiement de ce service commun en 2025. Le service commun SIG Pays Basque se déclinera en deux services déployés successivement. Un premier service appelé ci-après service socle correspondant à la mise à disposition au travers de GeoBasque du socle de données géographiques du territoire, ne comprenant pas les outils métiers spécifiques, d'une formation à l'usage et assistance à la pratique. Il sera déployé à titre gracieux à compter du 1er janvier 2025 selon les modalités présentées dans cette convention. Ensuite, et sur la base de l'adhésion au service socle, un service appelé ci-après service avancé sera co-construit avec les communes volontaires autour de l'intégration de données communales, de prestations spécifiques ou encore de groupements de commandes pour de l'acquisition de données. Ce service nécessitera des ressources dédiées et un budget à calibrer et sera donc tarifé en fonction des besoins exprimés par les communes et du nombre de communes qui souhaiteront adhérer. Les ateliers de co-construction de ce service avancé sont envisagés à l'horizon fin 2025, début 2026. Un avenant à cette convention en précisera le dispositif et les modalités d'adhésion si la commune est candidate. Le champ d'application du service commun SIG socle. Dans le cas du service socle, il sera proposé l'accès standard aux fonctionnalités de consultation, interrogation, impression et export des données constitutives du socle communautaire, ainsi que l'accompagnement et le support d'utilisation. Le service information territoriale a en charge le maintien en condition opérationnelle de GeoBasque avec gestion et suivi des prestataires dont l'intervention est requise pour son bon fonctionnement. L'administration des comptes utilisateurs pour la commune, création de l'ensemble des comptes nominatifs et gestion des droits associés, cadre d'usage RGPD pour l'accès aux données nominatives du cadastre notamment, la gestion administrative et technique d'un socle de données fiable et actualisé, le catalogage des données, la formation sur les fonctionnalités simples des outils à raison de 20 formations au maximum durant l'année 2025 de lancement, destiné dans un premier temps aux agents techniques puis aux élus demandeurs. Le support technique et l'assistance aux utilisateurs de GeoBasque avec la possibilité de solliciter le service SIG par système de ticket pour demander une question ou assistance. L'animation du dispositif de mutualisation et coordination entre la communauté d'agglomération Pays Basque et la commune. La veille technique est en lien avec l'information géographique. Mise en œuvre et durée. L'adhésion au service commun SIG Pays Basque entrera en vigueur à la date de la signature de la présente convention si annexée par les deux parties, communes et communauté d'agglomération, à partir du 1er janvier 2025. Cette convention sera conclue pour une durée indéterminée.
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L5211-4-2 qui dispose qu'en dehors des compétences transférées à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs communes membres peuvent se doter de services communs. Vu le projet de convention d'adhésion aux services communs mutualisés pour l'accès au système d'information géographique de la communauté d'agglomération Pays Basque et s'y annexer, il est donc proposé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'approuver l'adhésion au module socle de services communs mutualisés pour l'accès au système d'information géographique de la communauté d'agglomération Pays Basque selon les termes de la convention type s'y annexer, et d'autoriser M. le maire, son représentant, à signer la dite convention ainsi que toutes autres pièces y rapportant. Vous avez donc la convention d'adhésion au service commun qui a été jointe. Est-ce que vous voulez que je la lise? Non. Vous avez pris connaissance, j'imagine, Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour les répondre. On remarque que le coup d'avant, c'est l'harmonisation et la généralisation des sujets communautaires qui existaient déjà au temps du Sud Basque et qui s'étoffent d'année en année et se généralisent et s'harmonisent parce qu'effectivement, là, sur ce coup-là, il y avait plusieurs outils avec des supports logiciels différents. Et on met tout ça dans le même sac et ça permet à tout le monde d'avoir des outils identiques et le même niveau de fonction. On évolue dans le temps. On va passer au vote. Qui ne souhaite pas participer à ce vote, qui vote contre, qui vote blanc, qui vote pour. Adopté à l'unanimité. Bukatzeko bizpailu gauz, fite egiten dut, denboran zeneko. Martxoaren, jakin zazue martxoaren 8an ahetzen emaztean jardinen aldeko nazioarteko eguna entzatko bideo ospatzen ere. Orduan, motivatuak girenentzat, ez du da amilekin harrenetan sartzea. Entzatko bideo, lehen batez eginen da. Martxoaren marrean, Dasahi Christophe, berriz hasiko da lanean erikotxa. Hiru urtez leherdi gelditu izan da, berriz hasteko da. Oraindik bisita pasatu gara du, baina bide honean da. Martxoaren 19an, baieztatzeko nik, kasi seur izan dela urrengo herriko kontseilua. Budjeta bozkatzeko, martxoaren 19an. Bukatzeko, martxoaren 22an, igandearekin iauteriak ospatuko dira hemen ahetzen. Espero dut, ez dela nehor sentitu baztertua hitzartzarekin euskaraz. Baina nahi nuen ara ere euskara pixka herriko kontseilu atera nahi. Juste pour finir, 2-3 mots, en espérant que personne ne soit senti exclu par ma modeste prise de parole en langue basque, mais ça me tenait quand même à cœur de vous mettre un peu de basque dans cette salle. 4 dates à vous communiquer. Le samedi 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. On va essayer d'organiser un événement. Voilà. Amélie s'est portée volontaire pour essayer d'organiser cet événement. On propose, toutes les idées sont bienvenues, donc n'hésitez pas à vous mettre en relation avec Amélie pour les gens intéressés. Le lundi 10 mars, Dasahi Christophe, c'est un agent de la collectivité qui est en arrêt depuis de longue durée, reprend le service et recommencera à partir du lundi 10 mars à travailler pour nous, notre quotidien pour AEDS. Le 19 mars, à confirmer, mais c'est quasiment sûr, aura lieu le prochain conseil municipal pour le budget, donc un mercredi. Et enfin, le dimanche 23 mars, devrait se célébrer, aura lieu le carnaval à AEDS. Juste un petit mot. J'ai lu, c'est écrit assez petit, mais j'ai lu une petite affiche là où effectivement on parle de la prise de vidéo du conseil municipal. J'ai pas de problème sur le principe, on était habitué déjà à ça. Et vous dites, si vous ne souhaitez pas nous paraître, merci de vous rapprocher, monsieur le maire, avant le début du conseil municipal. C'est pour le public. En fait, les élus, c'est un consentement de fait. Vous apparaîtrez forcément sur la vidéo, il n'y a pas de, on n'a pas d'obligation légale de demander. Par contre, pour le public, de ne pas hésiter, c'est possible sur des prises de parole. Du coup, le film se fasse un gros plan, donc n'hésitez pas à me le dire si vous ne souhaitez pas apparaître. Le public a également un panneau là-bas. Voilà.
C'est des vidéos qui sont accessibles depuis le site internet de la commune et qui sont aussi sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire sur les prochaines séances. Voilà, exactement. Alors, pardon, mais c'était effectivement ce que je comptais dire, et ma question d'après ne me posait pas forcément là-dessus, mais j'ai pu remarquer, parce qu'on est d'accord, tu te rappelles le principe, nous en tant qu'élus, on est forcément des personnes publiques, donc il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, cette autorisation de droit, elle ne dure que pendant le temps de la séance du conseil municipal. Et j'ai pu observer que lors du dernier conseil municipal, il y a eu des prises de photos qui ont été réalisées en dehors de la séance publique du conseil municipal. Donc là, effectivement, on n'est pas tout à fait sur les mêmes règles. Pour le coup. Et j'ai pu apprécier qu'il y avait notamment certains de mes colistiers qui avaient été pris en photo. D'accord. En dehors de la séance. Et là, pour le coup, effectivement, il faut aussi l'autorisation pour... Pris en photo et diffusé sur nos réseaux. Oui, pris en photo. Oui, tout à fait. Oui, j'ai trouvé ça sur Instagram. Certaines personnes du public, donc mes colistiers qui étaient là pour la soirée, qui ont été pris en photo en dehors du conseil municipal, et même remarque pour les agents de la commune aussi, qui ont été pris en photo dans le cadre de leur mission. Alors, j'ai pas de doute que comment j'ai pas de doute que vous êtes assez proche d'eux et que effectivement vous avez certainement obtenu leur autorisation pour diffuser ce genre de photos. Mais j'attire juste votre attention sur le fait qu'effectivement en dehors de la séance publique, vous n'avez pas forcément l'autorisation pour les diffuser sur vos réseaux sociaux. Comme ça a pu être réalisé à la dernière. Je pense que sur le sujet, on a été précurseurs. Je te rappelle un peu. J'ai pas de problème avec le 2020, on a commencé à débuter cette diffusion de conseil municipal, ça faisait pas de problème à tout le monde. Voilà. Ça dérange des gens qui étaient sur les photos. Comment ça dérange des gens qui étaient sur les photos, c'est pour les dire. Oui, il faut retirer, s'il faut retirer des photos. Ça dérangeait pas personne. Il va venir vous dire si oui, bien sûr. Chacun va faire son choix. Moi, j'ai juste aussi la possibilité ici de rappeler que le conseil municipal est public, mais qu'en dehors du conseil municipal, c'est plus public. C'est juste ce que je voulais dire en redisant que j'ai aucun problème à la diffusion du conseil municipal. Je crois qu'on est d'accord, les règles du jeu on les connaît, et on a un service d'un professionnel qui est à la pointe si ça dérange, il ne faudra pas la porte, c'est un souci. Donc, oui, mais il y a la règle, si vous n'appliquez pas la règle, nous on peut venir vous rappeler la règle, mais c'est ce que je fais. Mais la règle s'applique à c'est cher. On s'est bien sur ce sujet. Ok. La règle s'applique quand on voit le visage, pas de dos. Ah oui, tout à fait. On est d'accord. Oui, d'accord. Du coup, je clôt le conseil municipal. Et voilà. Donc, il y a un peu de plus ce soir aussi. La parole est